C'est probablement la formule la plus célèbre de la physique. Introduite en 1905 par Albert Einstein, E égale mc2 s'est depuis longtemps échappé des seuls cercles scientifiques pour infiltrer des romans d'amour, des émissions de télévision, voire même des porte-avions. Mais que sait-on vraiment de cette équation qui fait correspondre l'énergie au produit de la masse et du carré de la vitesse de la lumière dans le vide? Explication avec Étienne Klein, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique. Einstein a montré pendant ses vacances de 1905, pendant l'été, c'est qu'un corps qui émet de l'énergie, par exemple sous forme de lumière, parce qu'on le chauffe, eh bien du seul fait qu'il perd de l'énergie, va également perdre de la masse, même si l'objet physique qu'il émet lorsqu'il rayonne ne contient pas lui-même de masse. En l'occurrence, le corps émet de la lumière qui n'a pas de masse, mais en émettant de la lumière, il perd quand même de la masse, et la masse perdue est égale à l'énergie perdue divisée par le carré de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière valant à peu près 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Très bien, mais au-delà des chiffres et des lettres, que peut vouloir dire une telle découverte? S'il existe de multiples implications, nous en avons sélectionné 3. La première tient au statut de la vitesse de la lumière, qui ne concerne désormais plus la seule lumière. D'abord, ce que dit Einstein dans son article, qui est très court, il fait 1 page et demie, c'est que cette formule pourrait demeurer vraie, même si aucune lumière n'est émise dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. Autrement dit, même s'il n'y a pas de lumière, c'est quand même la vitesse de la lumière qui intervient. Ce qui veut dire que dans cette opération, la vitesse de la lumière change de statut physique. Ça n'est plus la vitesse d'un objet particulier qui s'appellerait la lumière, ça devient une constante universelle de la physique qui joue un rôle même lorsque aucune lumière n'est engagée dans le processus que l'on veut décrire. Deuxième implication, alors que chez Newton les concepts de masse et d'énergie sont séparés, chez Einstein ils sont liés. Deuxième implication, celle qui fait correspondre la masse à l'énergie. Ce qui veut dire qu'un objet de masse m a de l'énergie, possède de l'énergie, du seul fait qu'il a une masse. Par exemple, si on prend 1 gramme de matière, de n'importe quelle matière, de n'importe quelle composition chimique, ça peut être du fer, ça peut être de l'uranium, ça peut être du beurre, ça peut être des épinards, et bien cette correspondance nous dit qu'1 gramme de matière contient en fait 90 000 milliards de joules. Enfin, on réalise que l'inertie augmente avec la vitesse dont on découvre un point maximum. Chez Newton, ce qu'on appelle l'inertie d'un corps, voilà noté grand I, ben c'est égal à la masse. La masse, elle mesure en fait la difficulté qu'il y a à mettre en mouvement un corps s'il est à l'arrêt, ou bien à modifier son mouvement s'il est déjà en mouvement. Mais ce que nous dit la formule d'Einstein, c'est qu'en fait l'inertie, grand I, n'est plus égale à la masse, elle est égale à l'énergie totale divisée par C au carré. D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie totale ? Bien, c'est d'abord l'énergie de masse, c'est-à-dire l'énergie que le corps possède du seul fait qu'il a une masse, plus ce qu'on va appeler son énergie cinétique en l'occurrence, c'est-à-dire l'énergie qui est due au fait que cette particule de masse m est également en mouvement, donc elle a une énergie cinétique qu'il faut ajouter à son énergie de masse. Et le tout doit être divisé par C au carré, ce qui nous donne la masse plus l'énergie cinétique divisée par C au carré. Si l'énergie cinétique est nulle, on retrouve que l'inertie est égale à la masse comme chez Newton. Mais si la particule est en mouvement, son énergie cinétique n'est plus nulle et l'inertie va augmenter avec l'énergie cinétique, donc avec la vitesse. Plus la particule va aller vite, plus son inertie sera grande et plus il sera donc difficile de la faire aller plus vite. Jusqu'au moment où l'inertie sera tellement élevée qu'on ne pourra plus modifier la vitesse du corps. Et donc cette formule implique l'existence d'une vitesse limite, c'est-à-dire d'une vitesse que les particules ne peuvent pas dépasser et qui, pour autant qu'on ait pu en juger au XXe siècle, est égale à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à c.